Voilà, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu pour ce webinaire, donc Brexit et PME. Donc, j'ai commencé sur voilà, une petite introduction. Désolé, ma machine met un peu de temps à démarrer le matin parfois. Voilà, très bien. Donc voilà, une petite introduction pour vous présenter simplement voilà, le format des webinaires PME, comme voilà, celui de Brexit et PME de ce matin avec Pascal Perrochon et Lamia Djilali du pôle Affaires internationales et douane de Franchimie. Donc le concept, c'est qu'il y ait voilà, au moins deux webinaires thématiques chaque mois. Donc en début de mois, nous avons réalisé donc, il y a une dizaine de jours un webinaire décarbonation et PME sur le décryptage des mesures de France Relance, des aides et des subventions et des prêts de l'ADEME, de BPI France, voilà, des autres organismes de l'État concernés. On a aussi eu, il y a un mois, un webinaire transport, logistique et numérique avec donc le pôle transport de Franchimie et des intervenants externes. Donc l'idée, voilà, c'est de recueillir de l'information, du feedback sur les sujets qui intéressent, qui sont au cœur de l'actualité des PME et des ETI, et derrière de les décrypter et de prendre le temps de les traiter en détail. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le Brexit et PME, c'est un thème assez chaud de cette rentrée surtout pour les PME, puisqu'il faut, voilà, il y a un besoin d'anticipation, il y a un besoin de décryptage de nombreuses données, et encore, on en parlait tout à l'heure avec Pascal d'actualité chaude qui chaque semaine change. Donc, ça nous permet, voilà, derrière de les traiter, de prendre le temps de traiter ces sujets en profondeur. On a aussi voilà, des replays chapitrés qui sont disponibles à la demande pour venir voilà, revoir plus en détail certains points de ces réunions. Donc, en complément de ces webinaires, nous sommes en train aussi de mettre à jour donc, des infographies. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais il y a maintenant 3 ou 4 mois, nous avons réalisé une première lot d'infographies sur les initiatives du plan France Relance. Et donc, comme elles ont eu pas mal de succès, on a décidé de faire une petite mise à jour avec un panel plus large, comprenant donc le panorama des aides export. Donc, ça sera mis en ligne d'ici le début de semaine prochaine, enfin vraiment dans les prochains jours, et ça permet voilà, de décrypter plus en détail donc l'ensemble des aides, pour quel type d'entreprise, quelle taille, voilà, à quel niveau d'aide, et enfin d'obtenir le décryptage complet réalisé donc, par le pôle Affaires internationales et douanes en l'occurrence, donc Pascal et Lamia, à qui je vais donc laisser la parole et donc les slides pour vous présenter donc la présentation Brexit et de la chimie. Donc, je ne sais pas si Pascal ou Lamia, vous voulez partager. Ouais. Merci Sacha, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pascal Perrochon, je vais mettre un peu ma caméra pendant quelques secondes pour vous saluer, mais je n'ai pas un réseau extraordinaire. Donc voilà, histoire de mettre un visage sur la voix. Et ensuite, je vais partager avec vous les slides. Alors, moi, je vais intervenir tout début plutôt sur la partie politique, c'est-à-dire vous faire un petit point sur la situation, même si vous lisez la presse, mais il est important de reprendre un peu le fil de l'histoire, et puis bien sûr de voir un petit peu où en sont les relations avec les Britanniques. C'est pas si simple que ça n'y paraît. L'accord de commerce et de coopération qui a été signé le 24 décembre est clairement non pas un aboutissement, mais le début de quelque chose, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on va y revenir. Alors le cœur quand même de ce webinaire, c'est bien sûr la présentation de Lamia sur le passage en douane, pour vous donner des éléments très concrets sur l'application des règles douanières, puisque l'accord de coopération est clairement, et de commerce est clairement avant tout un accord de libre-échange. Mais bien sûr, avant, je vais vous donner quelques éléments. Donc, je vais essayer de partager également mes slides. Je retire ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Et je vais partager avec vous une présentation. Voilà. Alors, je vais me mettre en mode lecture en espérant que ça va marcher. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, on voit bien et nous t'entendons bien. Je vais mettre, d'accord, parfait. Je vais mettre en mode lecture, voilà. Donc, normalement, ça devrait passer. Très bien. Voilà, donc, alors, un accord à l'arraché. Alors, comme vous le savez, on a cru jusqu'au dernier moment qu'on irait vers ce qu'on appelle un no deal, hein, c'est-à-dire une absence d'accord de libre-échange entre Royaume-Uni
et l'Union européenne. Et finalement, on a eu un cadeau de Noël le 24 décembre, un cadeau qui était plus prévu, en tout cas qui était plus sur la liste, hein, c'est cette fameuse signature d'un accord entre les deux parties. Alors, pour démarrer, on va dire, de manière un peu ludique ce webinaire, j'ai pris cette citation de Clément Marot, qui date du XVIe siècle, mais qui s'adapte tout à fait à ces négociations qui sont vraiment un véritable marathon, c'est-à-dire tout vient à point, à qui sait attendre. Alors ce marathon, il n'a pas débuté fin janvier 2020 pour les négociations sur les relations futures, il a débuté bien avant, dès le vote des Britanniques le 23 juin 2016, puisque je vous rappelle, une majorité de Britanniques à hauteur de 51,9% ont voté en faveur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je pense que si on faisait un vote aujourd'hui, ce ne serait pas forcément la même tendance. Mais c'est une autre histoire et on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les dates, n'ayez pas peur. Je ne vais pas reprendre toutes les dates qui sont là. C'est juste là pour l'histoire et que vous puissiez avoir ces slides ensuite a posteriori. Mais il y a quelques éléments majeurs qu'il convient de relever. D'abord, je vais vous donner des chiffres un peu essentiels sur la place de la chimie française sur le marché britannique. En 2018, les exportations de la chimie française au Royaume-Uni s'élevaient à environ 4,2 milliards d'euros. Le Royaume-Uni était le troisième pays client de la chimie française. Donc c'est un marché bien sûr majeur pour notre industrie. En 2019, le Royaume-Uni a basculé au 5e rang. Mais c'est ce qu'il faut noter, le niveau d'exportation était toujours le même. On était toujours à 4,2 milliards d'euros d'exportation en 2019. C'est juste l'Espagne et les États-Unis qui ont devancé le Royaume-Uni parce que les exportations ont augmenté pour ces deux pays. Pour vous donner la liste complète, le premier pays client de la chimie française, c'est l'Allemagne, bien sûr, nettement devant, puis l'Italie, et désormais les États-Unis en troisième, l'Espagne et maintenant le Royaume-Uni en 2019. Alors, on attend avec impatience les chiffres de 2020. Ils seront normalement disponibles à partir du mois de mars. En particulier, moi, je vais regarder de près les chiffres et également du commerce extérieur de janvier 2021 pour comparer avec janvier 2020, puisque à partir du moment où le Brexit est vraiment effectif depuis le 1er janvier dernier, c'est très intéressant de regarder les flux d'une année sur l'autre. Alors bien sûr, il y a l'effet Covid, hein, l'effet sanitaire n'est pas pour rien, donc ça va être très compliqué de pondérer les chiffres pour vérifier ce qui est vraiment la partie liée au Brexit et la partie qui est liée au Covid. Mais il faut s'attendre, je pense, c'est un peu la tendance, hein, une chute assez importante des exportations dans les deux sens dès janvier 2021. Alors, les dates importantes qu'il faut relever, il faut remonter en arrière. Vote en juin 2016 du Brexit. Les Britanniques ont activé l'article 50 du traité de Lisbonne en mois de mars 2017. Donc, à partir de là, normalement, on avait 2 ans pour s'entendre sur le retrait du Royaume-Uni. Donc, en mars 2019, tout devait être plié. Or, on sait très bien ça n'a pas été le cas. Le Brexit a quand même bousculé pas mal toutes les instances européennes et les calendriers prévus dans les textes, puisqu'il a fallu à chaque fois, comme vous le savez, les négociations étaient très compliquées dès le départ. Il a fallu à chaque fois repousser les dates. Et finalement, on a pu obtenir un nouvel accord de retrait, un accord de retrait qui a été accepté par les Britanniques qu'en octobre 2019. Donc à partir de là, on était déjà bien en retard par rapport à un calendrier prévu. Et cet accord de retrait, hein, qui est très important parce que je vous signale que pendant l'accord de retrait permet quand même de démarrer ensuite les négociations pour les relations futures. Et pendant cette période de transition, eh bien, on a la possibilité pour le Royaume-Uni de rester sur le marché intérieur de l'Union européenne, de continuer à bénéficier de l'union douanière. Par contre, pendant la période de transition, les Britanniques ne peuvent plus participer aux instances européennes, aux modifications des textes. Donc, c'est la condition. Mais en tout cas, jusqu'au 1er janvier dernier, jusqu'au 31 décembre exactement 2020, les Britanniques bénéficiaient de l'union douanière du marché unique européen. Alors, est-ce que je peux avancer? Je n'avance plus. Voilà. Donc, 31 janvier 2020, on peut dire que c'est le jour J pour le Brexit, puisque c'est là que les Britanniques ont quitté officiellement l'Union européenne. Le Brexit est acté, la période de transition est en route. On n'avait que 11 mois pour négocier les relations futures, donc un accord de libre-échange. On s'était déjà dit que c'était court, 11 mois. On ne se rendait pas compte qu'effectivement, c'était encore plus court que ça, puisqu'on allait avoir un accord vraiment à l'arraché le 24 décembre 2020. Donc des négociations très, très, très difficiles, très éprouvantes pour tout le monde, à la fois pour les négociateurs et pour nous, bien sûr, parce que
on devait, en tant que fédération, préparer les entreprises à tous les scénarios. Et donc, le scénario du no deal était celui qui était privilégié dans beaucoup de moments de ces négociations, dans beaucoup de moments de ces négociations. Et on vous avait bien sûr adressé, en tant qu'entreprise, beaucoup d'informations et de support d'informations sur le no deal. Et finalement, on a réussi à ne pas avoir de no deal, mais avoir un accord dont je reparlerai, qui est un accord, on va dire, provisoire. Alors, pourquoi il y a eu autant de tergiversations, de blocages, pourquoi le Brexit c'est si compliqué? D'abord parce qu'il y a deux visions différentes, et on l'a bien vu dans le cadre des mandats qui ont été publiés par les Britanniques d'un côté et la Commission européenne de l'autre. D'un côté, le mandat européen prévoit un level playing field, c'est-à-dire l'idée qu'on ait une concurrence vraiment équitable avec le Royaume-Uni. Alors, on est OK sur le fait qu'il faut zéro tarif, zéro quota, mais il faut aussi qu'au niveau des normes, au niveau des réglementations, il y ait vraiment des liens très forts et qu'il n'y ait pas de divergences importantes. Du côté britannique, le mandat qui a été publié dans le cadre des négociations pour les relations futures, eux, ils s'entendent plutôt pour restaurer l'indépendance économique et politique du pays. Donc, clairement, c'est une rupture complète qu'ils veulent avec les textes européens. Ils ne veulent pas de relations privilégiées, mais ils ne veulent pas non plus d'alignement normatif sur les textes européens. Donc c'est vraiment deux mondes qui ont du mal à se parler, à s'entendre. Et dès le premier round de négociation en mars 2020, on a bien vu que ces désaccords ressortaient. Le Royaume-Uni qui refuse tout alignement équivalence réglementaire et réclame des accords sectoriels, alors que l'Union européenne souhaitait un accord global, donc qui englobe tout. Ils veulent pas un saucissonnage avec d'un côté un accord, une partie chimie, une partie automobile, etc., etc. Donc les routes se succèdent au printemps 2020, mais c'est très très compliqué, la négociation est très compliquée. En plus, il y a le Covid qui vient se greffer là-dessus, et avec notamment les équipes de négociation qui ont, notamment les négociateurs, Michel Barnier qui a eu le Covid, le côté britannique, Boris Johnson également. Bon, bref, c'était très compliqué en plus. C'était déjà compliqué, mais c'était encore plus compliqué avec le Covid. En plus, il y a eu énormément de tensions là, en septembre 2020, puisque le gouvernement britannique a présenté un projet de loi qui portait sur le marché intérieur, qui remettait en cause l'accord de retrait qui a été signé en octobre 2019. Donc là, on faisait 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que l'accord de retrait de 2019 prévoit des dispositions concernant la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Notamment, alors je pense que Lamia reviendra dessus, hein, parce qu'il y a un volet passage de marchandises qui est très très fort. L'idée, c'est que la partie douanière ne se fait pas à la frontière physique entre les deux pays, mais se fait déportée en mer du Nord pour éviter de rallier les tensions entre les deux pays. Mais ça, c'est remis en cause par les Britanniques dans le cadre de ce projet de loi sur le marché intérieur, et ce n'est pas du tout du coup de la Commission européenne. Donc à cette période-là, octobre 2020, on est vraiment dans une période de tension extrême. Là, on se dit qu'on n'arrivera jamais à avoir un accord avant la fin de l'année. Surtout que normalement, en vertu des textes, on doit normalement finaliser un accord avant le 31 octobre, parce qu'après, sinon, le Parlement européen ne peut pas ratifier avant la fin de l'année. Encore une fois, c'était quelque chose qui était dans les textes, mais on l'a mis de côté parce qu'il faut à tout prix avoir un accord. Donc finalement, on accepte de continuer à négocier au-delà du 31 octobre et finalement, le 24 décembre 2020, miracle, on a un accord de commerce et de coopération qui est signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il est bien sûr d'application provisoire jusqu'au 28 février prochain. Pourquoi? Parce que si le Parlement britannique l'a tout de suite ratifié dès le 30 décembre 2020, ce n'est pas le cas du côté, bien sûr, de l'Union européenne, puisque le Parlement européen et les États membres puissent se prononcer sur le texte. Et donc, on a décrété qu'on va avoir besoin de 2 mois pour regarder le texte de près. Il se trouve maintenant, et c'est le slide, je crois, suivant. Alors, juste le point, c'est que le texte a été publié au journal officiel de l'Union européenne dès le 31 décembre 2020. Donc, vous pouvez bien sûr le télécharger. Je pense que vous l'avez déjà fait. Il était au début accessible uniquement en anglais. Finalement, maintenant, il est accessible dans plusieurs langues, dont le français. Donc, vous pouvez aller chercher ce texte de 1450 pages. Bon, l'idée, c'est quand même d'aller chercher les informations qui vont concerner, puisqu'il n'y a pas que les marchandises dedans. Alors, si on se focalise sur le contenu de l'accord. D'abord, juste une petite précision, il faut quand même signaler que l'accord de retrait, hein, qui anticipait, il y a 2 accords, il y a l'accord de retrait d'abord et puis ensuite l'accord de commerce et de coopération. L'accord de retrait, il n'est pas caduc, il existe toujours, il est toujours en place malgré l'accord de commerce et de coopération.
Pourquoi? Parce que ces deux accords sont complémentaires, hein, puisque l'accord de retrait, notamment, qui a été publié en octobre 2019, il y a un protocole très important concernant l'Irlande du Nord, qui est toujours valable et qui n'est pas repris dans l'accord de commerce et de coopération. Donc il ne faut pas, dans votre esprit, considérer que l'accord de retrait du Royaume-Uni est caduc. Il est toujours en vigueur, mais bien sûr, pour le volet qui nous concerne le plus, les échanges de marchandises entre Union européenne et Grande-Bretagne, c'est l'accord de commerce et de coopération qui sera le plus important. Alors voilà, en résumé, alors je vous l'ai mis en anglais parce que c'est un slide que je trouvais bien fait pour résumer un peu en 4 points très clairs et très courts le contenu de l'accord. Bien sûr, sur le volet marchandises, pas de tarifs, donc pas de droits de douane et pas de quotas. Ça, c'est sûrement le volet le plus important pour nous et qui aurait été très compliqué s'il n'y avait pas eu un accord le 24 décembre. Alors, c'est sur certaines conditions, et Lamia précisera tout à l'heure ces conditions, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même respecter à la fois les règles de concurrence équitable et bien sûr les règles d'origine, protocole toujours très important dans un accord de libre-échange, et Lamia vous dira ce qu'il en est. Sur ce volet règles d'origine, d'ailleurs, vous avez là le pourcentage de produits non originaires du Royaume-Uni qui sont acceptés par les Britanniques ou par les Européens pour considérer qu'un produit est quand même britannique et bénéficier des avantages de l'accord. Là aussi, Lamia précisera. Bien sûr, un des points les plus importants aussi de cet accord, c'est le fait que maintenant, vous devez faire des déclarations d'exportation pour exporter vers le Royaume-Uni. Mais il y a quand même une période de transition jusqu'en juillet 2021. Et là aussi, vous allez avoir les détails tout à l'heure par Lamia. Et puis l'autre volet, c'est le volet financier, alors qui est un petit peu mis de côté dans l'accord, avec une période aussi temporaire, mais bon, ça ne vous concerne pas. On est vraiment sur une problématique marchandise. Alors, le contenu de l'accord, c'est avant tout un accord de libre-échange. Donc, ce que je vous disais, le retour des contrôles douaniers et réglementaires, sauf pour l'Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Nord a un statut particulier d'un point de vue de la coopération réglementaire. Mais les deux parties se sont surtout entendues sur les règles de concurrence équitable. C'était un des points de blocage majeur dans les négociations jusqu'à la fin, avec la gouvernance et avec le dossier de la pêche, hein, bien sûr, qu'on voyait à la une des journaux. Mais ces points-là étaient très, très compliqués jusqu'au bout. Finalement, les deux parties se sont entendues également sur l'idée d'avoir une clause de non-régression, c'est-à-dire l'idée que si jamais une des deux parties va trop loin dans l'application ou la création de textes réglementaires, notamment, ou dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social, etc., qui seraient trop différents de ce qui existe dans l'autre partie, eh bien, on pourrait prévoir des sanctions, voire le rétablissement de quotas ou de droits de douane. Donc, il y a quand même cette épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop diverger de l'accord, sinon, eh bien, l'accord peut être rendu caduc et on peut rétablir un certain nombre de choses, notamment des droits de douane. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit également. Un autre volet, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est le problème de règlement des litiges. Là aussi, il y a eu énormément de discussions parce qu'on n'était pas en phase avec les Britanniques sur le fait qu'il fallait utiliser nos juridictions respectives. Enfin, le point de vue de l'Union européenne, c'est d'utiliser nos juridictions respectives, notamment la Cour de justice de l'Union européenne. Les Britanniques n'en voulaient pas. Donc finalement, les Européens ont mis de l'eau dans leur vin et ont accepté le principe de créer un tribunal d'arbitrage spécifique. Mais alors le problème, c'est que c'est un petit peu la partie compliquée de l'accord, c'est que ça ne s'applique pas à tous les secteurs. Mais bon, il y a en tout cas le principe d'un tribunal d'arbitrage qui serait créé spécifiquement dans le cadre de l'accord UE-UK, avec une procédure d'abord de consultation pour essayer de trouver un accord à l'amiable s'il y a un litige commercial. Et si on ne s'entend pas, eh bien, le tribunal se réunit avec 3 experts qui sont choisis par les deux parties. Quand on dit experts, c'est plutôt des gens experts du secteur, donc c'est plutôt là assez positif. Et ce panel d'experts a un délai de 130 jours pour rendre son jugement. Voilà, donc ça, c'est dans le cas où il y a un litige commercial. C'est toujours la partie un peu compliquée de toutes les négociations bilatérales, mais il se trouve que là, avec les Britanniques, c'était en plus assez dur, et on a trouvé cette voie-là, qui est une voie alors spécifique, hein, que vous n'allez pas retrouver dans d'autres accords. Alors, pour le suivi de l'accord, parce que c'est quand même important, effectivement, de bien regarder si toutes les parties prenantes font bien ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas trop de divergences. Et donc, il y a un conseil de partenariat qui est mis en place. Ce conseil de partenariat, c'est une structure qui surveille l'application de l'accord et donc la non-divergence réglementaire. Il est dirigé par un commissaire européen, en l'occurrence, il est vice-président de la Commission européenne, Marcos Šefčovič, et un ministre britannique, donc c'est Michael Gove de mémoire, et c'est composé ensuite de fonctionnaires européens et britanniques.
Alors, il traite de coopération réglementaire, il traite aussi de la résolution des différends donc, que j'évoquais juste avant, mais ça peut être aussi, pour le futur, ce conseil de partenariat qui va permettre d'écrire de nouveaux chapitres, des chapitres additionnels à l'accord si c'est nécessaire. À côté de ce conseil de partenariat, il y a un comité mixte sur l'accord de retrait, donc qui existe déjà depuis un bon moment, depuis le mois de janvier 2020. Et donc ce comité mixte sur l'accord de retrait se réunit régulièrement. Alors, il traite surtout de la problématique de l'Irlande du Nord. Et d'ailleurs, il y a des comités spécialisés qui découlent de ce comité mixte, dont un qui concerne l'Irlande du Nord, le protocole Irlande et Irlande du Nord, qui est un peu le gros sujet qui plombe un petit peu d'ailleurs le début de la mise en place de l'accord de commerce et de coopération. Et donc ces comités spécialisés sont là pour essayer de trouver des solutions s'il y a un problème qui est posé. Et c'est le cas actuellement, je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc voilà un peu les structures qui sont mises en place pour suivre cet accord. Le processus de ratification du Parlement européen. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement l'accord de commerce et de coopération est en vigueur de façon provisoire jusqu'au 28 février. Pourquoi? Parce que toutes les commissions qui sont à l'intérieur du Parlement européen doivent donner leur avis sur le texte. Alors, on a quand même deux commissions qui sont, on va dire, les garants de l'application et responsables sur le fond de l'accord. C'est la Commission du commerce international et la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Donc, elles sont en charge de récolter les avis de toutes les autres commissions au sein du Parlement européen. C'était le cas donc début février avec les commissions des affaires économiques, de l'environnement, de la politique régionale ou du développement qui ont donné leur avis par rapport au texte. Globalement, bien sûr, c'est favorable et il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de commission qui indique qu'elle ne souhaite pas, qu'elle est contre cet accord. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de doutes qui ont été mis en avant par ces commissions sur le fait que le gouvernement britannique appliquerait de manière, on va dire, loyale cet accord, parce qu'on a vu comment ça se passait avec l'accord de retrait, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les Britanniques ont tenté de sortir un projet de loi sur le marché intérieur, ils remettaient en cause l'accord de retrait qui avait été négocié quelques mois avant, donc on n'est pas à l'abri de surprises de la part des Britanniques et d'une remise en cause peut-être d'une partie de cet accord de commerce et de coopération. Et bien sûr, le Parlement européen a demandé aussi à surveiller, à être le garant du respect des règles de concurrence équitable et de non-régression. Donc, il souhaite complètement être associé auprès de la Commission et du Conseil européen à toutes les phases de mise en application de l'accord. Donc, on s'est dit, OK, les eurodéputés sont plutôt favorables. Ils ont indiqué dans une communication qu'ils étaient prêts à valider l'accord avant le 28 février. On parlait de la date qui a été avancée, était celle du 23 février. Donc, on s'est dit, OK, ça va être fait avant la date prévue. Mais la Commission a demandé, elle, officiellement aux Britanniques de prolonger l'application provisoire de cet accord de commerce et de coopération, donc jusqu'au 30 avril 2021. Pourquoi? Parce qu'elle demande un délai supplémentaire pour traduire l'accord dans toutes les langues de l'Union européenne et toutes ses annexes. Je vous rappelle que le texte fait 1450 pages et donc ils ne seront pas prêts à la date du 23 ou du 28 février. Donc ils ont demandé un délai supplémentaire. Pour l'instant, cette demande d'extension de la période d'application provisoire a été indiquée aux Britanniques, mais ils n'ont pas donné encore pour l'instant leur réponse. C'est au Royaume-Uni que revient la décision d'accepter ou non cette extension de la période d'application. Et la position des Britanniques devrait être connue au cours d'une prochaine réunion du Conseil du partenariat. Et pour l'instant, la date de cette réunion du Conseil de partenariat n'a pas encore été fixée. Donc voilà un peu le calendrier. Donc on est en application provisoire. On attend la ratification officielle du Parlement européen. Franchement, je ne pense pas que ça change grand-chose pour vous par rapport au passage de frontières de vos marchandises. Mais c'est quand même à surveiller parce qu'on peut avoir éventuellement une surprise avec les Britanniques, on ne sait jamais si ils refusent cette extension. On a quand même des relations qui commencent à se tendre un petit peu. Alors, l'ami abordera tout à l'heure l'aspect purement passage de marchandises et les problèmes rencontrés par les entreprises au passage de la frontière avec les Britanniques, mais il y a d'autres complications qui sont plus d'ordre politique avec les Britanniques et des tensions qui commencent à apparaître post-signature de l'accord. D'abord, le refus de l'exécutif britannique d'accorder le même statut diplomatique à l'ambassadeur de l'Union européenne à Londres que pour un autre État. On n'a jamais vu ça, hein, puisque les ambassades de l'Union européenne à l'étranger ont le même statut diplomatique qu'une ambassade française ou italienne ou autre. Là, les Britanniques, c'est un peu de la provocation de la part de Johnson, ne souhaitent pas accorder ce statut diplomatique.
Et puis, il y a un autre souci, c'est à bord de la Commission européenne fin janvier, à propos des autorisations d'exportation des vaccins. Pendant quelques heures, l'Irlande du Nord a été mise sur la liste des juridictions et des pays tiers qui sont concernés par le mécanisme d'autorisation, c'est-à-dire qu'on demandait une autorisation d'exportation pour aller vers l'Irlande du Nord. Ça crée bien sûr une tension très forte avec Londres. Et bien sûr, les Britanniques ont surfé sur ce problème sur les vaccins en Irlande du Nord pour remettre en cause le protocole Union européenne-Irlande du Nord. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'était une occasion pour eux, parce que c'est vraiment le point qui leur plaît le moins, de mettre à place ce protocole. Mais je crois que Lamia va aussi parler du protocole. Voilà ce que je voulais vous dire de manière assez brève, en résumant, on va dire, 4 ans et demi de négociations, de marathon, des différentes phases, et notamment de l'accord de retrait, maintenant de l'accord de commerce et de coopération. Et je pense que c'est important maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec Lamia sur la partie concrète, on va dire, le passage des frontières de l'Union européenne. Et je reviendrai vers vous après sur le volet réglementaire. Voilà, merci. À tout de suite. Merci beaucoup, Pascal. Oui, bonjour à tous. Donc, Lamia Djilali. On a un petit écho, Lamia. Pardon. On a de l'écho avec ta voix, ça fait bizarre. Oui, il y a peut-être un autre ouvert. C'est pas... Ou ça vient peut-être de moi. Alors. Ça fonctionne, c'est bon. D'accord, parfait. Donc, Lamia Djilali, je suis responsable adjointe Affaires internationales à France Chimie, plus particulièrement en charge de la politique douanière. Et je vais donc vous présenter les enjeux douaniers qui accompagnent la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière, qui, comme vous le savez, est effective depuis le 1er janvier dernier. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par revenir sur des éléments un peu de contexte, sur les implications qui ont découlé de la sortie des Britanniques de l'Union européenne, puis je reviendrai un peu plus en détail sur la manière dont sont gérées les frontières, d'une part du côté britannique et d'autre part du côté de l'UE, et les différentes problématiques concrètes qui ont été rencontrées par les entreprises jusqu'à présent, ou en tout cas celles dont nous, au sein de France Chimie, on a eu écho. Alors pour commencer, je vous ai listé ici les principaux changements qui ont eu lieu sur le plan douanier depuis janvier dernier. D'abord, on a le retour des déclarations en douane, là où hier vous ne faisiez que des déclarations d'échange de biens, puisque comme vous savez, tout échange de marchandises entre la France et le Royaume-Uni en l'occurrence, mais c'est vrai aussi pour entre tout pays tiers, doit faire l'objet de déclarations de douane, l'une auprès du pays de la douane du pays duquel sort la marchandise, et puis l'autre auprès de la douane du pays dans lequel la marchandise rentre. Donc il faut, depuis le 1er janvier, fournir aux administrations respectives ces déclarations qui vont reprendre les caractéristiques essentielles de la marchandise qui est échangée. Quand je dis les caractéristiques essentielles, donc il y a bien entendu l'espèce tarifaire du produit, son origine, sa valeur en douane. Donc sans rentrer forcément dans le détail de ces trois notions, je vais juste dire que l'espèce tarifaire, c'est le code douanier qui est attribué à votre marchandise. L'origine, ça va être sa nationalité économique. Et là, il faut vraiment ne pas confondre avec la provenance, donc dans un sens plus logistique. Et puis, vous avez donc la valeur en douane qui est la base qui va servir à la détermination de l'assiette sur laquelle s'appliqueront les droits de douane. Après, quelques ajustements, en gros. Alors, ces trois éléments sont vraiment très importants dans la déclaration, mais ce ne sont pas les seuls qu'il faudra renseigner, bien entendu. Vous avez dans une déclaration 54 cases. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la responsabilité reste toujours au sein de l'entreprise, va toujours peser sur l'entreprise, quand bien même elle ferait appel à un transitaire pour réaliser les formalités douanières à sa place. Donc que vous soyez en représentation directe ou indirecte, dans tous les cas, vous allez conserver soit une partie, soit la totalité de la responsabilité juridique, en sachant qu'en France, le droit douanier est du droit pénal, donc il y a vraiment une responsabilité des données qui sont transmises. Alors, les déclarations en douane à proprement parler doivent être aussi précédées de ce qu'on appelle les déclarations sommaires d'entrée et de sortie, qui ont une visée sécuritaire.
là, c'est très très clair côté Union européenne où vous allez devoir réaliser toutes les formalités qui sont liées à la sûreté, sécurité, et en général, c'est à la charge du transporteur. Côté britannique, dans certains cas, il est possible de repousser les déclarations sommaires, mais néanmoins, il faudra fournir certaines informations et certaines précisions qui vont permettre aux Britanniques de faire une analyse de risque. Alors, si je reprends la petite liste des changements qui ont eu lieu depuis le 1er janvier, donc on a bien entendu la mise en place des contrôles douaniers, des contrôles aussi qui peuvent être réalisés à la frontière par d'autres administrations, comme les contrôles vétérinaires, sanitaires, phytosanitaires, qui dépendent en général de la DGAL. Et il faut par ailleurs, en termes documentaires, que l'entreprise puisse produire des licence quand elle va échanger des produits qui peuvent être soumis à des réglementations qui sont liées à des produits sensibles, donc par exemple les biens à double usage. Alors, au-delà de cet aspect, comme je vous disais, qui est très purement documentaire, on peut aussi se demander en fait ce qui a réellement changé au sein des entreprises qui sont habituées à faire du commerce international et donc qui ont l'habitude de faire des déclarations, qui ont déjà des schémas de dédouanement qui sont développés, une politique incoterm, etc., et qui ont déjà une connaissance et une maîtrise des aspects déclaratifs que je viens d'évoquer. Donc là, à cette question, il y a plusieurs choses à répondre. Déjà, qui dit retour d'une frontière dit également rétablissement donc des contrôles, comme je vous disais, mais aussi rétablissement d'un risque qui serait lié aux déclarations qui ont été faites. Et puis, il y a tout ce qui va avoir trait au coût. Donc, on a souvent entendu dire dans la presse que depuis la signature de l'accord que c'était un accord zéro tarif, zéro quota, donc pas de droits de douane à payer. C'est vrai sur le principe que les négociations ont mené à une suppression des droits. Néanmoins, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que ces droits, cette exonération de droits ne peut se faire que si on respecte les conditions qui sont énoncées dans ce qu'on appelle les règles d'origine, qu'évoquait Pascal tout à l'heure. Autrement dit, il ne suffit pas que votre produit soit juste importé de Grande-Bretagne pour que vous soyez exonéré. Vous pouvez très bien avoir des produits qui viennent du Royaume-Uni, qui sont en provenance du Royaume-Uni, mais qui doivent s'acquitter de droits de douane à l'entrée dans l'Union européenne selon la nationalité économique qu'ils ont et selon le respect des règles d'origine qui sont énoncées. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que les procédures qu'il va y avoir au moment du passage frontière avec les Britanniques sont totalement inédites dans le sens où on a mis en place côté français ce qu'on a appelé la frontière intelligente. Et donc, vous allez avoir des formalités qui se déroulent parfois dans des conditions ou avec des modalités qui sont différentes de ce que connaissent les entreprises habituellement. Et puis enfin, sur l'aspect coût, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi dans certains cas l'instauration de garanties qui peuvent être exigées donc pour certaines procédures comme le transit sur laquelle je reviendrai. Et puis de la nullité des autorisations douanières qui sont délivrées par le Royaume-Uni, des modifications aussi en termes de TVA, et puis enfin l'établissement de certaines barrières réglementaires qui peuvent se produire au fur et à mesure que le temps passe, avec une divergence qui peut se créer avec les Britanniques et qui peut amener d'autres formalités ou d'autres contraintes au fur et à mesure. Alors, si on s'intéresse maintenant d'un peu plus près à la frontière entre la France et le Royaume-Uni et à notre relation mutuelle, ce qu'on peut dire en quelques chiffres, c'est qu'on a 100 000 entreprises françaises qui échangent avec le Royaume-Uni et la plupart ne faisaient que de l'intracommunautaire avant le Brexit. Donc, elles sont totalement, on va dire, novices dans tout ce qui a trait aux formalités douanières. Alors, en quelques chiffres également, on sait qu'on a 5 millions de poids lourds chaque année qui traversent la frontière franco-britannique et que 85% des flux ne passent que par quelques points frontières. Donc, vous voyez sur la carte ici les principaux points d'entrée en France. Vous avez les ports de... vous avez Dunkerque, bien sûr, vous avez... le tunnel sous la Manche, pardon, vous avez... oula, excusez-moi. Ouais.
Vous avez voilà, un certain nombre de ports qui sont principaux et par lesquels passent les flux. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la particularité des échanges qu'on a avec les Britanniques, c'est que les temps de traversée sont très très courts, de l'ordre de 35 minutes au niveau du tunnel sous la Manche et de 2 heures sur les ports de Calais et de Dunkerque, ce qui explique qu'on a du trafic qui est essentiellement accompagné. Donc les chauffeurs traversent en même temps que la marchandise. Et ça a conduit donc la douane à mettre en place cette solution qu'ils ont appelée la frontière intelligente et qui repose sur un système douanier qui s'appelle le SI Brexit. Donc le SI Brexit, en fait, ça a pour objectif de fluidifier la circulation des marchandises et de réduire le risque d'engorgement à la frontière. Et ça va passer par ça va reposer sur l'anticipation, l'identification et l'automatisation des procédures douanières qui doivent être élaborées en amont du passage frontière. Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les déclarations qui vont devoir être pré-remplies, qui vont être réalisées en amont du passage frontière, comme je vous le disais, et ces déclarations vont être munies d'un code barre. Donc ce code barre devra être scanné par le conducteur au moment du passage frontière au niveau de lecteurs automatiques qui seront prévus pour ça au niveau des points d'entrée et de sortie du Calaisis et de la Manche-Mer du Nord. Donc pour pouvoir le faire, il faut que les déclarations aient été réalisées et aussi transmises donc au chauffeur qu'il ait sous la main donc tous les documents et aussi les contacts qui sont pertinents au niveau de votre entreprise ou de l'entreprise donneuse d'ordre pour qu'ils ne se retrouvent pas démunis en cas de contrôle, ce qui a pu arriver ces derniers temps. Donc depuis que les passages frontières arrivent, il a pu arriver que certains chauffeurs n'aient pas les bons contacts sous la main et donc se retrouvent en train d'attente. Alors, la deuxième étape, une fois que le conducteur va scanner et appairer les documents douaniers et la plaque d'immatriculation, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au moment où le conducteur va scanner ces documents, il va y avoir des caméras qui sont au niveau des infrastructures qui vont récupérer la plaque d'immatriculation des camions et ça va permettre de faire le lien entre l'unité de transport et la marchandise qui est contenue à l'intérieur. Donc, c'est à partir de tous ces éléments-là que la douane va pouvoir faire son analyse de risque au moment où la marchandise sera en train de passer, pendant son temps de traversée, en fait. Et pendant ce temps de traversée, les chauffeurs vont pouvoir être notifiés en fonction du résultat de l'analyse de risque et ils pourront savoir sur quel fil ils devront se diriger au moment de l'arrivée sur le territoire de l'autre pays. Donc en gros, vous allez avoir une file verte dans le cas où il n'y aurait pas d'arrêt qui serait nécessaire. Donc si toutes les déclarations ont été correctement remplies, correctement renseignées, que l'analyse de risque n'a pas montré qu'il y avait quelque chose de particulier, à ce moment-là, le camion pourra continuer, poursuivre sa route sans s'arrêter. Et la seconde option, ben, c'est la file orange. Et là, c'est dans le cas où il faudrait un contrôle physique qui serait donc obligatoire. Et à ce moment-là, le chauffeur sera prévenu et il devra s'arrêter de l'autre côté. Et ça, en général, c'est si vous avez alors, mal rempli votre déclaration, mais ça peut être aussi dû à d'autres choses. Par exemple, dans le cas du groupage, s'il y a des marchandises qui sont soumises à des réglementations particulières, comme des réglementations phytosanitaires ou sanitaires, qui accompagnent des marchandises qui sont standards, ben forcément, il doit y avoir un contrôle sur les marchandises particulières, tout le camion va s'arrêter et les marchandises qui sont dites standards vont devoir être comment dire, reportées, enfin, être mises à l'arrêt. Alors, il y a une petite précision que je voudrais apporter, c'était sur la manière dont le chauffeur devrait être informé pendant la traversée du statut au débarquement. Donc ça se fait via des écrans qui sont présents dans les ferries ou alors via des panneaux automatiques au niveau d'Eurotunnel, c'est ça qui a été mis en place, ou par une transmission d'informations par SMS quand le chauffeur a donné son numéro. Enfin, voilà, donc ça peut se faire de différentes manières.
Alors sur le petit schéma en bas de la diapo, vous pouvez voir en fait le résumé du flux que je viens de vous donner, peut-être un peu plus visible ici d'ailleurs. Donc ça peut se faire dans le sens importation et dans le sens exportation, et aussi si vous choisissez de faire du transit. Donc c'est un petit peu le même procédé qui va devoir se dérouler avec la borne d'appairage, le contrôle qui sera fait pendant la traversée et puis la séparation des flux par signalisation à l'arrivée de l'autre côté. Alors ici, il y a ce qu'on appelle, si vous voyez le point... alors, je reviens ici. Peut-être, si vous voyez ce point ici, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle l'enveloppe logistique. Ça peut servir dans le cas où vous avez un camion qui contient plusieurs produits qui ont des déclarations différentes. Donc là, au lieu que le chauffeur ait à scanner 10 déclarations en douane, par exemple, au moment de l'appairage, ça va lui permettre de regrouper en amont ces déclarations sous un code barre unique. Et donc, vous pouvez vous connecter à l'applicatif. Ça peut être le chauffeur qui le fait, ça peut être l'entreprise donneuse d'ordre, ça peut être le transitaire. Voilà, c'est assez libre. Il ne faut pas se connecter particulièrement à l'outil. C'est accessible par tous. Donc, vous avez juste à rescanner les documents et à récupérer un seul code qui sera généré dans l'application, qui pourra être transmis au moment de l'appairage. Alors, il y a quand même quelques petits points d'attention à retenir au niveau du passage au niveau de la frontière intelligente. Donc déjà, bon, je vous l'ai dit, le schéma évoqué est valable aussi bien à l'import qu'à l'export et pour le transit. Et on a parlé du groupage. Donc le groupage, ça peut être synonyme d'arrêt systématique si le camion transporte des marchandises qui sont soumises à d'autres types de contrôles. Mais ça peut être le cas également si vous avez un groupage avec des marchandises d'autres entreprises. Et là, vous ne savez pas vraiment comment les déclarations ont été faites. Donc, le groupage, de manière générale, est à éviter. L'enveloppe logistique, je viens d'en parler. Et puis, voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que après le débarquement, donc le déclarant ou son représentant doit se rendre disponible auprès des autorités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le conducteur aura à répondre à certaines questions d'appairage. Notamment, il devra savoir si son camion contient des marchandises qui sont soumises à des réglementations particulières. Il devra savoir également si s'il ne transporte que des emballages, par exemple, ou pas, ou si son camion est vide ou plutôt rempli. Et tout ça, il devra le renseigner. Donc, ça fait partie des questions sur lesquelles il faudrait avoir une fluidité de l'information au niveau de tous les acteurs, on va dire, de la chaîne de valeur, pour que chacun puisse avoir les bonnes informations au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir fluidifier le passage. Alors, sur le site de la douane, de la Direction générale des douanes, vous allez trouver un certain nombre de notes aux opérateurs qui sont parues depuis le mois de janvier. Donc, il y en a qui concernent l'origine. Vous avez des notes aux opérateurs qui vont concerner le transit ou qui vont concerner, par exemple, les procédures de secours dans le cas où il y a un problème au niveau des systèmes d'information. Donc, voilà, c'est très, très complet et je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez au sein des PAE, donc des pôles d'action économique de la douane, qui sont en région, des cellules conseils aux entreprises qui vont pouvoir vous accompagner, donc que ce soit pour le Brexit ou que ce soit de manière plus générale pour toutes les problématiques douanières, on va dire, que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez vous référer à eux et leur soumettre vos questions. Ils sont là spécifiquement pour répondre aux entreprises et les accompagner. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus au passage frontière côté britannique et à ce qui a été mis en place au niveau des procédures. Donc on voit que de ce côté-ci de la frontière, on est sur quelque chose de beaucoup plus progressif, puisque les Britanniques ont opté pour une solution échelonnée dans le temps. Donc bon, vous allez remarquer que quand je vais vous en parler, je vais vous parler de Grande-Bretagne et non pas de Royaume-Uni à chaque fois, étant donné que l'Irlande du Nord a un statut qui est particulier. Donc là, dans le sens import, on va dire, en Grande-Bretagne d'abord, depuis l'Union européenne,
ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 3 étapes successives, dont la première a commencé au 1er janvier dernier. Donc ça, c'est pour supposer laisser un peu plus de temps à l'administration britannique, mais aussi aux entreprises de se préparer. Donc depuis le 1er janvier, les entreprises qui importent en Grande-Bretagne des produits qui sont dits standards, et là le terme standard s'entend par opposition aux marchandises qui sont contrôlées. Donc vous avez une liste dans le document qui est juste ici, le Border Operating Model qui a été publié par les Britanniques. Vous avez une liste de ce que sont les produits standards et les produits qui sont considérés comme des produits contrôlés. Donc là, depuis le 1er janvier, ce que je vous disais, c'est que les entreprises qui importent des produits qui sont standards ont la possibilité de tenir dans leur registre toutes les informations nécessaires sur les marchandises importées, puis elles auront jusqu'à 6 mois après l'opération en douane pour régulariser les déclarations. Donc ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va noter elle va faire ce qu'on appelle les inscriptions dans le registre du déclarant, noter tous les éléments d'information qu'elle a, mais elle ne produira pas de déclaration à proprement parler jusqu'à ce qu'elle décide de le faire dans les 6 mois qui suivent le flux de la marchandise. Et là, vous allez pouvoir également reporter le paiement des droits et taxes qui devra être fait à l'administration britannique. Donc ça, c'est une option sur laquelle ont beaucoup communiqué les Britanniques. Alors ça peut être tentant, mais c'est peut-être pas la solution que nous, on privilégie et qu'on conseille aux entreprises, dans le sens où il vaut mieux commencer à travailler dès à présent, on va dire, se conformer à tout ce qui est procédure déclarative, parce que ça peut être compliqué 6 mois après d'avoir en mémoire tous les éléments qui se sont passés avant. Ça peut être aussi compliqué en termes d'archivage. Comme je vous disais, c'est essentiel d'archiver les déclarations, et notamment les déclarations dans le sens export, puisque votre déclaration export va également vous servir à des fins de justification fiscale. Alors, donc cette facilité-là de report des déclarations et de report du paiement des droits est possible entre janvier et juin 2021. Néanmoins, vous pouvez toujours, comme je vous le disais, faire des déclarations le plus normalement possible. Et puis, vous avez, dans le cas du transit, une autre option qui va s'appliquer, c'est-à-dire que vous allez passer par un outil qui a été appelé le GVMS. Et le GVMS britannique va être en quelque sorte assez similaire au SI Brexit de la douane française, dans le sens où il va essayer de faire le lien entre vos informations et la marchandise, et puis les éléments qui sont et puis le véhicule de transport. Et donc les Britanniques pourront faire les vérifications qu'il faut. Alors l'étape numéro 2, elle nous concerne moins d'un point de vue chimie, puisqu'elle va concerner les produits qui sont d'origine animale, par exemple la viande, les aliments pour animaux, les laits, etc. Et donc ça, c'est à partir du mois d'avril 2021, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la chimie est moins concernée. Et puis l'étape numéro 3, qui là va nous concerner beaucoup plus, c'est celle de juillet 2021, où il n'y aura plus de possibilité de report des déclarations, et tout devra être effectué en temps et en heure, entre guillemets. Donc les formalités et le paiement des droits, et les déclarations de sûreté et sécurité seront requises. Alors un peu plus en détail sur la partie qui concerne la première étape. Donc si je résume, donc il y a 2 options qui vont s'étendre depuis janvier dernier jusqu'à juin prochain. Donc pour les importateurs en Grande-Bretagne, vous allez donc soit reporter la déclaration de douane avec inscription dans les écritures du déclarant, ou vous allez remplir la déclaration avec les procédures standards au point d'entrée en Grande-Bretagne, ou utiliser une déclaration simplifiée si l'entreprise est autorisée à le faire. Dans tous les cas, si vous voulez utiliser l'entrée dans les écritures du déclarant, vous devez aussi obtenir une autorisation de douane, notamment si vous voulez différer les paiements des droits. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Duty Deferment Account. Donc il faut vraiment se renseigner par rapport à ça si vous êtes dans cette situation.
Et puis à noter qu'il faut systématiquement avoir obtenu un GB EORI si vous n'en avez pas ou si vous êtes amené à déclarer au niveau du système douanier britannique. Parce que ce GB EORI devra dans certains cas accompagner la marchandise. Pour les produits contrôlés, là, donc entre janvier et juin, vous n'avez pas de possibilité de report. Donc, quand je dis produits contrôlés, je pense notamment à ceux qui sont soumis à la réglementation alcool, donc au droit d'accise sur les alcools. Si certains d'entre vous importent même de petites quantités, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a des particularités dans ce cas-là et qu'il faudra bien préciser après le passage de la marchandise au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, il faudra notifier aux douanes britanniques que les biens ont été introduits. Alors, à partir de juillet, c'est l'autre étape dont je vous parlais, vous allez avoir des procédures différentes selon le lieu d'importation, et là qui sera important à prendre en compte. Donc, il y aura 2 modèles qui seront utilisés au niveau des points d'entrée au Royaume-Uni. Vous allez avoir soit le modèle de stockage temporaire. Donc ça, c'est un modèle traditionnel où les produits peuvent être stockés jusqu'à 90 jours avant d'être déclarés à la douane britannique. Donc ça, c'est, si vous voulez, une situation d'attente dans laquelle vont se trouver les marchandises entre le moment où elles seront présentées en douane et le moment où elles vont être assignées à un régime douanier. Donc ça se fait en suspension de droits et taxes et des mesures de commerce extérieur de manière générale. Et il faudra une autorisation dans ce cas. Et vous avez donc le second modèle qui est le pre-lodgement model qui a été développé comme alternative dans les ports et les autres points d'entrée qui n'ont pas les infrastructures nécessaires ou bien l'espace suffisant pour effectuer du stockage temporaire. Et là, les produits qui arrivent devront avoir soumis une déclaration en amont de leur départ de l'UE. Donc là, cette option de pre-lodgement model, elle va également reposer sur le Good Vehicle Movement Service, donc le GVMS, qui a été mis en place dès à présent pour le cas du transit. Donc voilà, donc ces choix en fait d'opter pour l'un ou l'autre des modèles vous revient bien entendu, mais ça va dépendre des ports et des aéroports finalement, de tous les emplacements, même où le RORO, donc le roll-on roll-off est utilisé. Donc ça va dépendre de leur choix aussi à eux et de leur capacité en termes d'infrastructure. Alors, un petit focus sur le transit, parce que je l'ai évoqué plusieurs fois et je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le transit. Donc, le transit, finalement, ça vous permet c'est un régime douanier qui vous permet de reporter dans le temps et dans l'espace vos formalités. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser vos formalités au moment d'entrer dans le pays, vous allez demander à passer plutôt dans un bureau de douane qui est au plus près de votre entreprise. Donc, ça permet de désengorger la frontière dans le sens où il n'y a pas besoin forcément de faire d'arrêt qui soit long et vous continuez jusqu'à près de votre entreprise. Ça peut même être dans vos locaux si vous avez fait une demande particulière à cet effet. Et donc, vous pouvez réaliser vos formalités là-bas. Alors ça se fait bien entendu en suspension de droits de douane et de toutes les autres impositions. La difficulté qu'il peut y avoir avec le transit, c'est qu'il faut une garantie obligatoirement. Donc il faut pouvoir prouver qu'on est un opérateur de confiance, qu'on pourra rembourser une quelconque dette douanière si jamais elle était amenée à se produire. Et puis, il y a aussi des complications dans le sens où, enfin des difficultés qui peuvent se faire ressentir dans le sens où il faut prévoir déjà le trajet que prendra la marchandise et vous aurez un délai de route à respecter. Donc, il faudra bien arriver en temps voulu, en tout cas avant la date limite qui aura été donnée par la douane. Alors, le placement sous transit, ça peut se faire sous couvert de différentes procédures, parmi lesquelles il y a le transit commun, donc, qui va être relié à la convention de transit commun que les Britanniques ont rejoint après la sortie de l'Union européenne, puisque au début, ils étaient partis
contractantes de cette convention de transit commun, mais sous couvert de l'Union européenne, de leur appartenance à l'UE. Donc ils ont dû redemander une adhésion et donc ça a été accepté. Donc vous pouvez faire du transit en utilisant la convention de transit commun entre les deux pays. Après, vous pouvez toujours faire du transit de l'Union à l'importation dans l'UE entre, par exemple, votre bureau, le bureau de Calais, par exemple, et puis un autre bureau qui serait intérieur. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le cadre de leur préparation, les Britanniques ont dû mettre en place des bureaux de transit qui sont parfois à l'intérieur de leur territoire, ce qu'ils appellent les Inland Facilities, pour pouvoir réaliser les présentations de marchandises sans engorger la frontière. Alors, je vais vous parler maintenant de l'origine des marchandises. Donc, comme on l'a répété plusieurs fois depuis le début de ce webinaire, l'origine est très importante dans le sens où il faudra respecter les règles qui sont relatives à cette origine et qui sont présentes dans l'accord pour pouvoir bénéficier des taux préférentiels qui ont été négociés. Je vous ai mis ici un exemple de règles d'origine dans l'accord UE-UK. Pour le chapitre 34, donc j'ai pris ça de manière assez aléatoire, hein, ça concerne là les savons, agents de surface, etc. Et vous voyez que les règles d'origine, ça va ressembler à ça. En gros, ce qui est dit ici, c'est que pour les produits qui sont classés en 3401, donc dont le code douanier commence par ces chiffres-là, jusqu'à ceux dont le code douanier commence par 3407, donc c'est tout un paquet de produits, il faudra respecter ces caractéristiques pour pouvoir obtenir l'origine préférentielle et importer en utilisant les taux qui sont indiqués dans l'accord. Et là, en l'occurrence, vous pouvez avoir différents types de règles qui s'appliquent. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes selon les produits. Donc il faudra vraiment aller rechercher, selon votre espèce tarifaire et votre code douanier, quelle est la règle qui s'applique pour vous. Et si vous la respectez, est-ce que ça vous permet d'obtenir l'origine ou pas? Donc là, vous avez une règle qui va nous dire que s'il y a un changement de sous-position tarifaire, donc si le changement au niveau du code douanier est suffisamment important, à ce moment-là, on peut dire que votre produit a bien l'origine Union européenne, par exemple. Sinon, si votre produit est soumis à une réaction chimique sur le territoire UE ou à une purification, etc., là encore, ça lui confère l'origine UE. Et vous avez un autre type de règle qui, là, par exemple, est une règle de valeur ajoutée. Et là, pour la valeur ajoutée, ce qu'on va vérifier, c'est si vous avez un certain pourcentage de valeur qui a été réalisé dans le pays en question. Donc là, si votre marchandise ne respecte ni le premier élément ni le second, vous allez voir si vous pouvez avoir 50% de valeur réalisée sur votre territoire, ou si vous avez par exemple trop d'intrants qui sont étrangers et que votre contribution au niveau de l'Union européenne a été minime dans la réalisation, la fabrication de votre produit final, à ce moment-là, vous n'y aurez pas droit, donc vous n'aurez pas l'origine UE et vous ne pourrez pas profiter des préférences qui ont été établies dans l'accord. Donc voilà, en général, les règles, elles sont alternatives, enfin, elles sont des alternatives en fait. Hein. Vous pouvez respecter soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-là. Après, il peut y avoir pour certains produits qu'une seule règle, donc ça va dépendre. C'est pour ça qu'il faut se référer à chaque fois à l'accord et aller regarder et chercher. Donc là, bien entendu, vous avez tous les acronymes, tous les acronymes qui sont expliqués dans l'accord. Donc là, je n'ai pas forcément repris ce qui était MAX, MNO, etc. Mais vous avez des explications au sein de l'accord. Donc ça, c'est vraiment un point important qui a été négocié, que tout à l'heure, en début de présentation, je vous ai parlé de toutes les différences qu'on avait depuis le 1er janvier dernier au niveau de nos relations avec les Britanniques. Et finalement, toutes les différences que j'ai énoncées, elles auraient pu être les mêmes qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'accord. Malgré tout, l'un des seuls gros changements, on va dire, qu'on a
dans le fait d'avoir eu un accord avec les Britanniques, c'est cette possibilité d'avoir une exonération des droits sous couvert de respecter les règles d'origine. Et là, dans l'accord, vous allez avoir les règles, mais aussi toutes les provisions qui ont trait à l'origine. Donc, en termes de vérification, par exemple, d'origine, vous allez avoir des éléments qui vont permettre de dire quelles administrations doivent contrôler sur la base de quelles données. Et là, on sait que ça peut être délicat, la problématique de la vérification dans certains cas, puisque si on veut calculer l'origine et qu'on part du principe qu'on utilise la règle de la valeur, là, vous pouvez être obligé de fournir des informations qui sont quand même assez confidentielles sur le contenu de votre produit, sur les pays d'origine de chacun des composants, sur la nomenclature douanière de ces composants. Et du coup, tout ça, c'est des choses qu'on n'aimerait pas devoir fournir à des administrations étrangères, parce qu'on ne sait jamais quel est le degré de porosité qu'il peut y avoir au niveau des pays étrangers entre leurs entreprises et les administrations. Donc tout ça, c'est cadré au niveau de l'accord. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, c'est telle administration qui va vérifier sur la base de telles informations qui pourront être demandées. Vous allez avoir aussi dans l'accord des informations qui vont concerner toutes les preuves d'origine, parce qu'il ne suffit pas de dire que votre marchandise est bien originaire, il faut aussi prouver au niveau de l'administration que c'est bien le cas. Et prouver, ça implique aussi de pouvoir le faire dans les règles de l'art, entre guillemets, avec aussi les bons documents qu'il faut, et parfois des statuts qui peuvent être obligatoires à obtenir pour pouvoir déclarer l'origine. Voilà, je vous conseille vraiment de vous référer à l'accord pour vos produits et à regarder en détail cette partie qui concerne l'origine. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans certains cas, il va falloir revoir aussi, pour les produits que vous fabriquez déjà, si votre origine que vous aviez déterminée avant le Brexit est toujours valable. Dans le sens où, si je reprends la règle de la valeur ajoutée que j'évoquais à l'instant, si vous avez un produit qui a la nationalité UE, qui a l'origine UE, pardon, parce que il détient, on va dire, je dis ça au hasard, 60% de valeur ajoutée au niveau de l'Union européenne. Si dans ces 60% de valeur ajoutée, vous aviez compté les apports qui avaient été faits dans différents pays de l'UE, y compris le Royaume-Uni, ça veut dire que votre origine UE avait été obtenue potentiellement grâce à des intrants britanniques. Et c'est ça qu'il faut supprimer. Pourquoi? Parce que si vous échangez ces produits-là avec, mettons, le Japon ou le Canada dans le cadre d'accords de libre-échange qu'on a signés avec eux, à ce moment-là, là aussi, il faut se référer aux règles d'origine négociées avec ces pays-là pour essayer de voir si vous pouvez importer à droit zéro. Donc, c'est ça qui risque de changer. Peut-être que vous avez des produits que vous importez à droit zéro depuis le Canada ou depuis le Japon aujourd'hui, mais que vous ne pouvez le faire que parce que votre origine est UE et que, en tenant compte du Brexit, en supprimant les intrants qui viennent des Britanniques, vous perdrez cette origine UE et donc vous ne pourrez plus importer à droit zéro depuis ces pays-là et vous devrez appliquer le tarif qui s'applique de manière normale, entre guillemets, c'est-à-dire sans préférence. Alors à présent, je vais évoquer donc le protocole nord-irlandais. Donc, comme l'a dit Pascal, pour l'Irlande du Nord, le protocole a été défini dans l'accord de retrait et il prévoit donc une situation, un traitement particulier pour les Nord-Irlandais, avec notamment un alignement sur les règles de l'Union européenne, sur un ensemble de matières, y compris la matière douanière. Donc, ce qui permet à l'Irlande du Nord aujourd'hui de continuer à avoir des échanges avec l'Union européenne comme si le Brexit n'avait pas eu lieu. Ça veut dire que vous pouvez échanger avec l'Irlande du Nord sans réaliser de déclaration en douane, donc pas de déclaration, pas de droit. C'est comme si l'Irlande du Nord faisait toujours partie de l'Union européenne quelque part. Néanmoins, l'Irlande du Nord n'a pas été exclue du territoire douanier britannique. Donc elle va continuer à faire partie du territoire britannique et à profiter aussi de la politique commerciale qui sera négociée
au niveau du Royaume-Uni, avec ses autres partenaires commerciaux. Ce qui amène en fait à une situation où on va avoir des contrôles qui vont être réalisés et des déclarations qui devront être faites entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc ça se fera au niveau de la mer du Nord, comme l'a dit Pascal. Et puis on va avoir dans les échanges avec l'UE pas de déclaration et ça va continuer exactement comme avant. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est qu'on a des produits qui peuvent être exportés de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord et qui risqueraient par la suite de rentrer dans l'Union européenne, puisque entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord, on n'a pas de contrôle douanier. Donc pour éviter ça, ce qui a été mis en place, c'est un système d'auto-certification où les entreprises vont pouvoir dire moi, j'exporte de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, mais je déclare qu'il n'y a aucun risque que les marchandises rentrent dans le territoire de l'Union européenne par la suite. Donc, je déclare que ma destination finale n'est pas l'Union européenne et qu'il n'y a pas besoin de contrôler, entre guillemets, outre mesure, les marchandises que j'envoie. Donc ça, c'est vraiment un statut spécifique qui a été créé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un service qui a été développé par les autorités britanniques qui s'appelle le Trader Support Service et qui va permettre d'accompagner les entreprises dans leur démarche avec l'Irlande du Nord. Donc ça se fait après une inscription qui est gratuite et vous pouvez avoir un accompagnement au moment de réaliser les formalités ou des explications sur les règles qui doivent être respectées et comment ça doit se faire. Alors, par rapport au premier retour d'entreprise qu'on a déjà eu sur le déroulement du passage frontière, donc en fait, on a eu différents échos. Donc, d'une part, de la part des transitaires, que ce soit les transitaires britanniques ou les transitaires français, il y a eu plusieurs remontées, notamment des problèmes qui sont relatifs, on va dire, à 3 grandes familles ou de 3 natures différentes. On va avoir des problématiques qui sont liées au transit. Et là, je pense que ça représente la majorité des blocages. Donc, vous allez avoir des difficultés, notamment pour apurer le transit du côté britannique, pour différentes raisons. Donc, parfois, vous avez des problématiques qui peuvent être de nature déclarative, donc des erreurs qui ont été apportées au niveau de la déclaration de transit. Vous avez des difficultés qui sont dues aux chauffeurs qui arrivent sans savoir forcément ce qu'ils doivent faire, où ils doivent s'arrêter, comment doivent se dérouler les formalités. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui contactent les transitaires parce qu'elles pensaient qu'il devrait y avoir une période d'implémentation progressive de l'accord qui a été trouvé en fin d'année dernière. Et elles se sont rendues compte que pas du tout. Mais seulement en n'anticipant pas suffisamment au niveau des transitaires, certains rejettent les nouveaux clients. Donc on a pas mal d'entreprises qui se retrouvent sans transitaire ou avec des transitaires qui refusent de prendre en charge leurs opérations, notamment parce qu'il y a un problème qui est lié à la capacité à absorber ces flux-là. Au niveau des formalités de manière générale déclaratives, ce qu'il y a comme erreur aussi qui revient assez régulièrement, c'est la non-validation de la déclaration pendant la traversée. Donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure sur les formalités, vous voyez qu'une fois que la marchandise embarque et qu'elle commence son temps de traversée, qui va durer... qui va être très court. Hein. On disait que c'était entre 35 minutes et 2 heures, je crois. Donc, vous allez devoir valider la déclaration qui aura été effectuée en anticipé. Et cette validation, elle ne peut se faire que pendant le temps de traversée. Mais elle peut être soit manuelle, soit automatisée. Ça veut dire qu'il y a... Parfois, si vous passez par des prestataires de services, ils peuvent automatiser cette déclaration pour ne pas avoir finalement à faire
comment dire, de manipulation manuelle. Néanmoins, si ça, ce n'est pas fait, ben, forcément, il y a un blocage. Ça, donc, c'est très, très courant en ce moment. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis en fait, le mois de janvier, on n'a pas un flux de camions qui a atteint les mêmes proportions que les flux habituels. C'est-à-dire que si on compare à ce qu'il y avait en janvier ou en février 2020, on doit être à la moitié des flux de camions qui traversent la frontière. Donc c'est dû aussi à des effets de stockage qui ont eu lieu avant le Brexit. Et ça permet de peut-être visualiser les problématiques qui reviennent le plus souvent, mais tout en laissant un petit peu de marge pour qu'il n'y ait pas des blocages qui soient monstres à la frontière, étant donné qu'il y a des flux qui sont moins importants. Alors, autre type de problématique dont on a eu écho depuis janvier dernier. Donc, bon, on a des problématiques de ressources, de manque de ressources qui ne sont pas disponibles au niveau des transitaires notamment, parce que la douane, c'est difficilement compréhensible en juste quelques semaines de formation, et ça requiert d'avoir des personnes qui soient bien formées et comment dire, disponibles tout de suite. Donc là, on a vraiment ce problème de manque de ressources qui s'est accentué et qui s'est révélé ces dernières semaines. Et puis, on a enfin un problème qui est relié côté français à la confirmation, on va dire, de sortie des marchandises pour les déclarations export. Donc, je m'explique. En fait, comme je vous disais, les déclarations export, elles vont vous servir aussi à des visées fiscales, puisqu'elles vont vous permettre de justifier votre exonération de TVA. Et en fait, si vous n'avez pas la confirmation de sortie, à ce moment-là, il peut y avoir un risque fiscal et surtout, il peut y avoir un blocage qui est plus un risque qui se crée pour vous. Mais ça peut, dans le cas du transit, mener aussi à un blocage au niveau de la garantie qui a été mise. Et à ce moment-là, l'administration douanière ne relâche pas la garantie si jamais les bonnes confirmations ou les bonnes validations n'ont pas été faites. Et enfin, vous avez une grosse troisième famille de problématiques rencontrées qui ont trait aux incoterms. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire de l'exworks ou du DDP. Et on a pas mal de transitaires qui refusent ce genre d'incoterm pour ces flux, étant donné que ça met aussi l'entreprise à risque et selon le partage de responsabilité qui peut être fait avec le transitaire, il peut lui également être à risque. Donc ça, ce sont des flux qu'ils refusent de plus en plus, notamment parce que, comme je vous disais, pour tous les flux de commerce international, on va éviter les incoterms qui sont dans l'extrême, donc l'exworks et le DDP, parce que pour l'un, ça veut dire ne réaliser aucune formalité douanière et attendre que le produit arrive chez soi. Néanmoins, ça veut dire n'avoir aucun document, n'avoir pas d'archivage forcément, et du coup, en cas de contrôle, se retrouver un petit peu embarrassé pour fournir tout ce qu'il faut auprès des administrations. Et puis, dans le cas inverse, ça veut dire s'occuper de toutes les formalités, y compris dans le pays qui est de l'autre côté de la frontière. Et là, on n'a pas forcément de visibilité sur les réglementations qui s'appliquent de l'autre côté de la frontière. Donc à ce moment-là, on se met à risque également. Et là, en l'occurrence, il y a pas mal de Britanniques qui ont poussé pour réaliser des opérations en DDP, mais qui n'avaient pas de solution à l'arrivée de l'autre côté. Et donc, les marchandises sont restées bloquées en douane. Voilà. Donc, globalement, tous ces retours qu'on a eu de la part des transitaires, ça corrobore un peu les premiers échanges qu'on a eus avec les entreprises aussi, qu'on a de manière régulière depuis le mois de janvier, puisque ce qu'on a
eu comme écho de la part de certains de nos adhérents, c'est qu'effectivement, on a des dysfonctionnements ou des impréparations du côté britannique. Alors, par exemple, il y a des documents inutiles qui sont parfois demandés, ce qui peut provoquer plusieurs choses. Ça peut provoquer le fait que le chauffeur, au moment de scanner les documents, se trompe, ne sait plus du tout quel document scanner. Et par exemple, il arrive que des chauffeurs britanniques scannent les documents déclaratifs britanniques au niveau du SI français. Donc là, la douane ne sait pas trop quoi faire de ces informations, elle n'en a pas besoin, et ça pose un problème au niveau du passage, puisqu'on n'a pas les bons éléments qui sont retransmis. On va avoir également d'autres problèmes qui sont liés aux garanties, puisque pour les Britanniques, il y a eu quelques petits soucis de prise en compte des demandes de revue des montants de garantie. Donc il y a des petits transitaires qui n'ont pas pu gérer l'augmentation des flux de transit parce que leur seuil de cautionnement était déjà atteint et donc ils ont dû aussi rejeter des demandes de prise en charge des flux. Voilà, donc pour tous ces points, on a fait remonter au niveau de l'attaché français à Londres, au niveau de la DGDDI et au niveau de la DG Trésor ces éléments. Et puis, ils nous ont effectivement confirmé que la situation était compliquée, surtout d'un point de vue du côté britannique. Alors, côté français, il y a quelques complications encore, mais c'est plus sur les produits sanitaires et phytosanitaires, donc qui vont moins concerner la chimie. Mais en tout cas, côté britannique, c'est encore un petit peu difficile, bien que ça s'améliore progressivement au fur et à mesure que les semaines passent. Voilà, donc, globalement ce qu'on peut dire à ce stade. Merci beaucoup. Je repasse du coup la parole à Pascal. Merci Lamia. Écoutez, la douane, c'est la partie à la fois très technique, mais aussi très stratégique pour vos échanges avec le Royaume-Uni. Donc, si vous n'avez pas à l'intérieur de vos entreprises un service dédié directement, là, il faut faire appel effectivement à des professionnels que sont les transitaires, par exemple, et également vous appuyer, comme l'a dit Lamia, sur les réseaux existants. On a un dernier slide qu'on va vous présenter qui vous donne effectivement des pistes pour aller chercher des informations. On est bien sûr là aussi, nous, pour vous aider, parce que c'est une partie qui est très, très importante pour vos échanges. Et je reviendrai ensuite sur les points de vigilance, notamment relevés par Lamia, en fin de présentation. Moi, je vais m'attacher maintenant au volet plus réglementaire. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Alors, juste en introduction, vous l'avez vu, l'accord qui a été signé le 24 décembre et publié le 30 décembre est intitulé « Accord de commerce et de coopération Union européenne-Royaume-Uni ». Or, alors attendez, voilà, je vais revenir sur mes slides. Or, cet accord, il est plus un accord de commerce qu'un accord de coopération. Pourquoi ? Parce que la partie liée au volet réglementaire est très très light, est très générale. Alors, c'est dû au fait que toutes les réglementations ont des approches différentes. Donc, je vais revenir sur ma page. Attendez, voilà. Je vais essayer de faire qu'on a au bon endroit. J'espère que. Je suis désolé. Voilà, le volet réglementaire. Donc, chaque réglementation, en fait, est indépendante. Pourquoi ? Alors, quelque chose qui est clair, c'est que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n'applique plus les réglementations européennes. C'était encore le cas dans le cadre de la période de transition. Mais là, maintenant, c'est clair. Mais le souci, c'est que du côté britannique, toutes les réglementations ne sont pas encore en place. Les nouvelles réglementations britanniques qui vont être le pendant de la réglementation européenne dans un certain nombre de domaines. Alors, et à contrario, on a aussi des réglementations pour lesquelles l'Union européenne a déjà pris des dispositions en anticipé avant le 1er janvier, parce que quel que soit le scénario, qu'il y ait eu no deal ou accord, les choses devaient changer de toute façon. Donc, alors vous n'êtes peut-être pas forcément concerné par la réglementation que je vais indiquer, mais c'est à titre d'exemple. Alors, bien sûr, si le règlement REACH, ça parle à tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de REACH. Nous avons une spécialiste de REACH qui est Marie Zimmer, qui est notre responsable management des produits. Mais ce qu'on peut dire quand même de manière très courte, c'est que pour l'instant, les Britanniques sont sortis du règlement REACH européen depuis le 1er janvier. Par contre, ils n'ont toujours pas mis en place leur propre réglementation qui s'appelle UK REACH. Donc, on est dans une période un petit peu de no man's land. Et on a en plus une période où
toutes les substances qui étaient enregistrées au Royaume-Uni dans le cadre du règlement REACH européen n'ont pas été encore toutes rapatriées dans l'Union européenne. Donc, il y a un processus, alors il y a une période de transition qui a été prévue dans le cadre du règlement REACH avec les Britanniques jusqu'au 31 mars 2021 pour le transfert des enregistrements de substances. Voilà. Et une chose qui est sûre par contre, c'est que les Britanniques vont devoir avoir un représentant exclusif dans l'Union européenne, dans un des États membres, pour importer leurs produits. Et à contrario, mais là c'est encore l'incertitude, vous, si vous exportez au Royaume-Uni, vous allez devoir vous conformer au futur UK REACH, dont on attend toujours la validation et la création du côté britannique. Donc je vous ai mis un lien sur lequel vous pourrez cliquer lorsque vous aurez les slides vers la note de la Commission européenne qui a été publiée sur REACH et Brexit. Vous pouvez également vous appuyer sur notre spécialiste de REACH, Marie Zimmer, j'ai mis ses coordonnées dans le dernier slide, pour vous aider pour l'application de cette réglementation. C'est sûrement la plus importante pour nous au niveau des produits chimiques. Si vous êtes concerné par les produits biocides, il y a également une note qui a été sortie au mois de juin 2020, dès le mois de juin 2020 par la Commission européenne pour indiquer qu'effectivement il allait y avoir la fin de l'application de la réglementation européenne pour les Britanniques à partir du 1er janvier, avec des indications effectivement sur ce qu'il faut faire maintenant. Si vous êtes concerné par les biens à double usage, donc ce qu'on appelle les biens civils et militaires, qui nécessitent des déclarations, des autorisations d'exportation vers l'étranger, c'est un contrôle de la destination finale quelque part du produit, et dans lesquels, dans cette réglementation, on a un certain nombre de produits chimiques également. Là, c'est très clair, les dispositions ont été prises depuis un petit moment. Donc, il vous faut maintenant une autorisation d'exportation pour envoyer vos biens à double usage vers le Royaume-Uni. Mais on a choisi la formule, on va dire, la plus soft, qui est une autorisation générale qu'on appelle la EU001, qui est en fait une autorisation générale qu'on utilise avec nos partenaires les plus fiables. Donc, j'ai cité là l'Australie, le Canada, les États-Unis, etc. Donc, il faudra rajouter le Royaume-Uni à cette liste. Ils vont aussi bénéficier de cette licence un peu plus light. Voilà, donc c'est quand même une autorisation d'exportation. C'est nouveau par rapport à ce que vous aviez avant, mais c'est quand même une autorisation, on va dire, simplifiée. Voilà. Sur d'autres réglementations, à titre d'exemple, si vous êtes concerné par les précurseurs chimiques de drogue, depuis le 1er janvier 2021, c'est la même chose. Là, les dispositions sont déjà prises au niveau européen. Vos produits sont soumis à autorisation d'importation et d'exportation si vous êtes dans la catégorie 1. Donc, pour ceux qui connaissent cette réglementation, vous avez différentes catégories de produits. Je vous invite à aller sur le site de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques de la DGE pour retrouver les informations. Mais je vous renvoie aussi là vers une note de la Commission européenne qui date de décembre 2020 sur le sujet. Si vous êtes dans la catégorie 3, notamment pour les solvants, là, pour l'instant, c'est un peu l'incertitude encore, puisque le Royaume-Uni n'a toujours pas déclaré son intention d'être repris dans la liste des pays sensibles, en fait, qui relèvent d'une disposition de cette réglementation. Donc, à surveiller sur ce point-là, si vous êtes dans la catégorie 3. Pour les autres catégories, bon, là, vous avez tous les éléments, autorisation d'exportation ou d'importation d'exportation pour la catégorie 1. Pour les précurseurs chimiques d'explosifs, alors là, c'est une réglementation qui est en pleine mutation au niveau européen, puisqu'on a un nouveau règlement communautaire en vigueur depuis le 1er février dernier, qu'on attend encore au niveau français, d'ailleurs, un décret d'application qui ne devrait pas tarder. Je vais faire une communication, si vous êtes dans nos listes de diffusion, je pense aujourd'hui ou au tout début de semaine prochaine là-dessus. Mais en tout cas, il y a déjà une note quand même de la Commission européenne qui est sortie en août 2020 sur le volet relations avec les Britanniques, parce que là aussi, le règlement communautaire qui gère la problématique des précurseurs chimiques explosifs ne va plus s'appliquer au Royaume-Uni. En clair, une personne, du grand public qui va venir avec des produits sensibles, puisque ça concerne aussi le grand public, va venir dans l'Union européenne avec des produits qui sont listés comme précurseurs chimiques explosifs, ne pourra plus le faire. Le grand public, ce sera interdit. Par contre, pour les opérateurs économiques, ce sera encore possible, mais sous certaines conditions. Donc ça sera explicité dans la note. Et ce sera également le cas pour la Convention sur les produits chimiques dangereux, ce qu'on appelle la Convention PIC, ou Convention de Rotterdam, pour ceux qui connaissent. Là aussi, il y a des nouvelles dispositions pour le Royaume-Uni, puisqu'ils sortent de l'Union européenne, et vous retrouverez là aussi une note de la Commission européenne. Donc, je vous ai fait les liens à chaque fois. Hein. Je ne vais pas détailler parce que tout le monde n'est pas concerné par les différentes réglementations en vigueur. Mais, et puis pour finir, les HFC aussi, hein, les hydrofluorocarbones, si vous êtes concerné. Il y a très peu d'entreprises concernées. Eh bien, vous avez aussi là une note de l'Union européenne qui vous dit ce qu'il faut faire, comment ça se passe depuis le 1er janvier avec les Britanniques sur ce volet réglementaire. Donc, c'est des points importants à surveiller, sur lesquels il va falloir regarder les textes les uns après les autres quand ils vont sortir, les dispositions notamment du côté britannique. Et nous sommes en lien de toute façon avec tous les acteurs, et je vais peut-être en finir là-dessus, tous les acteurs, que ce soit au niveau français, européen ou britannique,
pour aller chercher des informations ou résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer. Notamment, et Lamia l'a dit tout à l'heure, nous sommes en lien avec la Direction générale du Trésor, nous sommes en lien avec la Direction générale des entreprises, et bien sûr avec la Direction générale des douanes, avec les services de l'ambassade britannique aussi en France, les services commerciaux avec qui nous avons des liens, et l'attaché douanier français à Londres. Donc si vous avez des difficultés, des problèmes rencontrés, vous pouvez aussi venir vers nous. On pourra au moins vous orienter si on ne peut pas vous aider directement. Je vous invite aussi à aller sur notre site internet, puisque on a une rubrique Brexit dans la partie commerce international et douane. Vous allez avoir tous les messages que nous avons jusqu'ici transmis avec Lamia et toutes les informations sur les différents points, pas seulement douaniers, mais aussi réglementaires, transport logistique. On a l'idée voilà, de créer un petit fascicule, on va dire, j'appelle ça comme ça, ou du moins un résumé de tout ce qui se passe depuis le 1er janvier avec les Britanniques au niveau douanier, transport, logistique, réglementaire, dans un document, on va dire, de 7-8 pages qui pourrait résumer l'ensemble des obligations en faisant des renvois, comme je l'ai fait là pour vous, vers des sites internet ou des notes qui sont sur tel ou tel sujet. Il ne faut pas hésiter à nous indiquer, à nous remonter en tout cas tous vos problèmes. Pour finir sur les points de vigilance, pour résumer un petit peu notre webinaire, c'est important de bien gérer donc vos règles d'origine, comme Lamia l'a dit, pour bénéficier de l'exonération des droits de douane dans le cadre de l'accord de coopération et de commerce avec le Royaume-Uni. C'est un point très important de l'accord, le protocole origine. Il faut bien sûr donner des informations fiables à votre transporteur. Alors ça peut être vous directement en tant que donneur d'ordre, également votre transitaire, parce que s'il y a la moindre information qui est fausse ou s'il manque une information, eh bien vous allez avoir votre camion qui va être bloqué à la frontière avec le Royaume-Uni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des délais plus longs, ça veut dire aussi des coûts plus importants. Autre point de vigilance, c'est autant que possible, et Lamia l'a dit, éviter le groupage. C'est-à-dire le fait d'avoir dans un même camion plusieurs entreprises qui vont avoir leurs produits, soit parce que vous risquez d'avoir, dans certains cas, des marchandises qui de toute façon sont soumises à contrôle physique des douanes, tout ce qui est phytosanitaire, tout ce qui est marchandises sensibles, sanitaires, eh bien c'est contrôlé de toute façon physiquement par la douane, ça ne passe pas on va dire, automatiquement. Donc ça veut dire que votre produit étant dans le camion, mais il est bloqué aussi. Il y a aussi le problème d'avoir le risque qu'un autre donneur d'ordre, même si vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez donné les bonnes informations à votre transporteur, à votre transitaire, que tout se passe bien pour vous, mais s'il y a un autre donneur d'ordre qui a ses marchandises dans le même camion que vous, n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est l'ensemble du camion qui est bloqué. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit également. Et puis, Lamia l'a dit, si vous exportez vers d'autres pays tiers, si vous avez déjà une pratique de l'exportation assez forte, vous exportez vers le Japon, par exemple, ou le Canada, pays avec lesquels on a un accord de libre-échange, effectivement, Lamia l'a dit, il faut surveiller la partie origine, hein, donc les règles d'origine appliquées, parce que si vous avez une partie britannique dans votre produit européen, il va falloir le sortir. Ça ne fera plus partie de la partie d'origine UE. Et donc, à partir de là, ça peut faire tomber les préférences que vous pouvez avoir au niveau de l'accord avec le Canada ou le Japon. Donc, un autre point de vigilance important si vous faites beaucoup d'exportations hors Union européenne. Et enfin, à l'extrême, si vous ne faites jusqu'ici que des expéditions intracommunautaires, que c'est pour vous la pratique de l'export hors Union européenne est nouvelle, là, il faut vraiment vous appuyer sur des spécialistes, faire des formations si possible, éventuellement si votre marché se développe, envisager, mais bon, moi je ne suis pas dans les pratiques d'entreprise, d'avoir une personne dédiée au sein de votre entreprise pour la pratique de grand export. Mais c'est vraiment les cas là où vous devez vous appuyer à la fois sur nous et sur les pôles d'action économique de la douane. Donc, Lamia l'a dit, hein, ces pôles en région sont très importants, il faut les connaître et vous faire connaître auprès d'eux. On fait le lien, nous, entre les pôles d'action économique de la douane et les franchimies régionales. D'ailleurs, je fais un échange cet après-midi avec les franchimies régionales et je vais leur rappeler qu'il est important qu'elles fassent le lien avec les pôles d'action économique de la douane parce que c'est un bon relais pour vous. Donc, vous pouvez aussi passer par votre franchimie régionale pour obtenir des éléments factuels au niveau de la douane en région. Donc, voilà en résumé ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Alors, voilà, il manque sûrement des pans ou des éléments par rapport à vos problématiques. N'hésitez pas à nous poser des questions. Là, on a une petite demi-heure, je crois, devant nous et je laisse peut-être Sacha reprendre la main sur l'organisation de la réunion. Mais voilà ce qu'on pouvait vous dire en 1h30, en essayant d'être le plus concret possible.
en essayant de balayer, si possible, tous les sujets. Il faut bien sûr suivre quand même le volet politique de l'accord que j'évoquais au début, parce que ça peut avoir des incidences sur la suite. Rien n'est jamais acquis. Pour l'instant, l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni n'est pas gravé dans le marbre. Et il faut surtout suivre aussi l'accord de retrait qui est toujours d'actualité, comme je l'ai dit, est toujours valable, notamment sur le volet irlandais qui peut être le point de friction le plus important avec les Britanniques et qui peut tout à fait faire tomber à un moment donné l'accord, on ne sait jamais. Voilà ce que je pouvais vous dire et en vous remerciant à la fois au nom de Lamia et moi et en attendant vos questions éventuelles. Merci beaucoup Pascal et merci beaucoup Lamia pour cette présentation qui a vraiment eu le temps de détailler justement en longueur toutes les subtilités des dispositifs post-Brexit. Du coup, voilà, comme disait Pascal, on ouvre un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à prendre la parole. Nous sommes là pour ça. Pas de main qui se lève. N'hésitez pas. De toute façon, on est à disposition de tout le monde a posteriori. Pas de souci. Là, sur le dernier slide, vous avez les coordonnées des spécialistes, que ce soit Lamia pour la partie douane, moi plus pour la partie réglementaire politique, mais enfin pour quelque part un petit peu sur tous les fronts. On a aussi un responsable transport logistique. Si vous avez le moins de soucis sur un problème, et c'est un vrai souci en ce moment parce qu'il y a des chauffeurs qui ne veulent plus passer ou qui ne peuvent plus passer la douane britannique en ce moment, pas seulement pour des raisons de Brexit, mais aussi pour des raisons sanitaires. Et donc, il y a aussi un problème de pénurie de camions et de chauffeurs qui veulent passer. Il y a aussi des grands transporteurs qui ont décidé de ne plus travailler avec le Royaume-Uni. Donc, c'est des points sur lesquels vous avez un spécialiste au sein de Franchimi également. Et j'ai indiqué le coordonnées de Marie Zimmer sur la partie plus management des produits REACH, qui est aussi à votre disposition pour être plus détaillé que nous sur le volet réglementaire et en particulier sur REACH. Parfait, merci beaucoup Pascal pour ces précisions. Du coup, s'il n'y a pas de questions, nous allons conclure ce webinaire. Écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence ce matin. Donc, nous vous enverrons le lien du webinaire en replay chapitré avec l'ensemble des parties décortiquées pour vous permettre de revenir sur des points qui vous avaient intéressé, que vous avez envie de revoir. Donc, n'hésitez pas à consulter ces liens. Nous enverrons également les présentations de Pascal et Lamia qui ont été projetées aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.